Alors les sceptiques disent, ah ah, il n'y avait pas de choix. Il s'est comporté comme un automate. C'est pas une intention altruiste. Bon. Alors regardez celui-là, est-ce qu'il se dit, est-ce que je tends la main, est-ce que je tends pas la main? Est-ce que la photo est bonne? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir le choix? Ça veut dire que le choix est tellement évident que vous ne réfléchissez pas longtemps, mais vous réfléchissez quand même. Pour tendre la main, il faut bien réfléchir. Donc le choix se fait dans le temps d'un claquement de doigts, et donc il dit, j'avais pas le choix, évidemment. Il ne va pas se demander pendant une demi-heure s'il tend la main, c'est par contre. D'ailleurs, en fait, c'est pas seulement ce qu'on fait. Alors, et en plus, il y a des gens qui J'adore la chaussette. Face au danger, contre toutes les circonstances, et pas seulement en 5 minutes, ce sont des mois, comme les personnes qui sauvent les gens qui sont menacés de génocide. Ça a été le cas des personnes qui ont sauvé les familles juives pendant l'occupation nazie, qui faisaient ça au risque de leur vie, au risque de vie de leur famille. C'était obligé de durer pendant des mois. Ils n'avaient strictement rien à en espérer, aucun avantage matériel ou autre. Ils devaient se cacher, et bien souvent, après avoir réussi pendant des années, ils n'ont rien dit à personne. Donc c'est pas pour la gloriole non plus. Et quand ils ont finalement été honorés pour ce qu'ils avaient fait, ils disaient, j'ai pas bien aidé, c'était normal. Donc dans ces cas-là, ça serait bien difficile de trouver une motivation égoïste. C'est le cas, par exemple, du pasteur André Troglet et sa femme Magda, qui au village de Chambon-sur-Lignon, avec tout le village, ont sauvé près de 3000 personnes juives pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait passer en Suisse, envers et contre tous. On les a menacés, le régime de Vichy, la Gestapo, ils ont dit nous, oui on le fait, et on en est fiers et on continuera. Ils ont réussi à le faire. Donc la détermination. Donc plutôt que de constamment essayer de rabaisser au maximum ceux qui se comportent de cette façon, pourquoi pas élever un peu notre esprit et dire oui, la bienveillance existe. Et de dire, comme ce journaliste d'Israël, la bonté nous stupéfie, car nous refusons de la reconnaître comme une caractéristique humaine naturelle. Aussi, nous cherchons longuement une motivation cachée, une explication extraordinaire à ce comportement si particulier. Au lieu d'essayer de mettre poliment de la distance entre eux et nous, tout en louant leurs actions, ne serait-il pas préférable de redécouvrir le potentiel altruiste en nous? Ne cherchons pas des explications mystérieuses à la bonté chez les autres, mais redécouvrons plutôt le mystère de la bonté en nous-mêmes. Ce potentiel, nous l'avons. Il ne demande qu'à être exprimé. Il faut le nourrir un peu comme on nourrit, où on prend soin d'une plante, d'une fleur, afin de le faire s'épanouir. Et ce potentiel, il est déclenché par l'empathie. Quelques définitions peut-être. L'altruisme, aussi bien du point de vue des psychologues que du point de vue du bouddhisme, c'est essentiellement une motivation. C'est l'intention, le désir de faire le bien d'autrui. Et ça doit être votre but ultime. Ça ne doit pas être faire le bien d'autrui parce que je sais que ça va m'apporter ceci, cela, qui va se comporter bien avec moi, ou parce que je vais en retirer encore plus que ce que j'investis, etc., etc., ou parce que je vais bien considérer de la société. C'est vraiment, à un moment donné, j'ai une pensée de faire le bien d'autrui, c'est mon but, et c'est clairement la pensée que j'ai en mon esprit. Si d'aventure, il s'avère qu'en faisant ça, de surcroît, vous en retiriez des bienfaits, vous vous sentiez bien, tant mieux, un bonus, mais ce n'était pas le but initial. Alors, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, bien sûr, une motivation altruiste doit naturellement être suivie d'un acte bénéfique, mais il se peut que les circonstances vous en empêchent. Si votre motivation est véritablement altruiste, elle le reste, donc on ne peut pas juger uniquement sur les actes. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion? Donc, l'altruisme, l'amour altruiste, c'est une sorte de bienveillance inconditionnelle, a priori, vers autrui. Qu'est-ce qui se passe quand cette bienveillance, qui souhaite plus d'être heureux, trouver les causes du bonheur, bien sûr qu'il y a de la souffrance. Donc, quand la bienveillance rencontre la souffrance, elle devient ce qu'on appelle la compassion, qui est tout simplement la forme que prend l'amour altruiste lorsqu'il est confronté à la souffrance.
Et comment se fait un peu ce revirement? C'est grâce à l'empathie. L'empathie, on met un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, et souvent on fait l'équivalent de l'altruisme, c'est en fait très différent. L'empathie, c'est beaucoup plus spécifique, c'est simplement quelque chose qui vous alerte à la condition de l'autre. Il y a une empathie affective, hein, où quelqu'un rentre extrêmement joyeux, je me sens joyeux. Quelqu'un pour qui vous avez de la considération souffre, vous souffrez de sa souffrance. Donc vous rentrez en résonance avec son état. Il y a une empathie cognitive qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Et là, il y a deux façons de faire. D'abord de se dire qu'est-ce que l'autre ressent, même si vous ne le ressentez pas, ou bien qu'est-ce que je ressentirais si j'étais moi à la place de l'autre, ce qui est légèrement différent. Toujours est-il que l'empathie vous alerte et vous renseigne sur le sort de l'autre, et donc si l'autre souffre, il vous dit « Ah, l'autre souffre, si j'ai de la considération pour lui et j'accorde de la valeur à autrui, je dois faire quelque chose. » Donc, du coup, l'altruisme deviendra la compassion. Mais si vous n'avez que de l'empathie, eh bien, c'est quelque chose qui, laissée à elle-même, ne suffit pas et même peut avoir des effets délétères. Par exemple, c'est ici une femme dont nous nous sommes occupés dans le projet humanitaire au Tibet. Elle était tuberculeuse, osseuse, grabataire, une petite fille de 13 ans, et puis, voilà, prise en main, et heureusement, elle a survécu. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si vous êtes un médecin, une infirmière, un infirmier, vous vous occupez de quelqu'un qui souffre, et que vous n'avez pour toute, disons, ressource que cette résonance affective qu'est l'empathie. Eh bien, ça devient rapidement un fardeau, parce que raisonner encore et encore et encore, malade après malade, de ceux qui souffrent, c'est trop demander. Vous souffrez encore et encore de la souffrance de l'autre. Si vous n'avez que ça à votre disposition, ça va mener à l'épuisement émotionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Dans le milieu médical, on conseille souvent de garder une distance émotionnelle pour se protéger, pour pouvoir continuer à vivre. Mais ce n'est pas idéal. Par contre, vous avez aussi des aides-soignants, des médecins qui ont une très grande chaleur humaine et qui savent imprégner d'amour les malades qui s'occupent. Et cela souffre moins de leur art ou pas. Donc, fort de cette idée, Tania Singer, qui est une grande neuroscientifique qui travaille à l'Institut Max Planck de Leipzig, avec qui j'ai collaboré pendant des années, nous avons essayé de distinguer l'empathie de l'altruisme et de la compassion. Et effectivement, dans le cerveau, ce sont des zones très différentes. Elle, c'est une spécialiste de l'empathie, donc la première fois que j'ai fait un IRM, elle m'a dit, bah, écoute, médite sur ce que tu fais d'habitude, et on va voir ce qui se passe. Donc moi, j'ai essayé de méditer sur l'amour altruiste, une sorte de bonté inconditionnelle. Et c'était donc, nous étions dans la phase des tests, donc il y avait un lien par un micro, et au bout d'un certain temps, parce que c'était ce qu'on appelle de l'IRM en temps réel, et on va voir un peu ce qui se passe tout de suite, c'est en temps des mois d'analyse, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude dans le cerveau quand quelqu'un est empathique avec quelqu'un qui souffre. Je dis, bah, je suis empathique, l'amour altruiste. Je sors de l'IRM, il faut qu'on pose. Et donc on a parlé, et je lui ai dit, ben écoute, je ne sais pas, mais pour moi, on parle de la fatigue de la compassion, je ne vois pas comment on pourrait se fatiguer de l'amour altruiste. Par contre, l'empathie, j'ai l'impression que c'est effectivement, on peut s'en fatiguer. Alors, elle m'a demandé, est-ce que tu peux essayer de uniquement penser à l'empathie, c'est-à-dire penser à des images de souffrance intenses. Et je revenais du Tibet, où nous avions été dans une zone où il y a eu un tremblement de terre, enfin, j'avais beaucoup d'images de souffrance en tête. Et donc, pendant 1h30, donc, dans l'IRM, c'est pas parce que je vais faire un petit test, hein, il faut faire un certain nombre de 50 fois, 30 secondes ou 1 minute de repos, enfin de neutre, et 1 minute où vous entrez dans un état d'empathie ou de compassion. Donc, on a fait ça pendant 1h30, et au bout d'1h30, à ne penser qu'à la souffrance, uniquement avec l'empathie et sans cette chaleur de l'amour altruiste, j'avais un burn-out complet. Donc, à la fin de cette séance, nous devions passer à la méditation sur l'amour altruiste. Et donc Tania, toujours par le micro, m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause pour le déjeuner ou tout de suite passer à la compassion? J'ai dit, écoute,
c'est insupportable. Je suis submergé par cette empathie galopante. Laisse-moi méditer un petit peu sur l'amour altruiste pour récupérer un peu mon état normal. Et quand je suis passé donc à cette autre méditation, c'était complètement comme le jour et la nuit. À savoir qu'au lieu d'être une sorte de difficulté, de malaise devant la souffrance de l'autre, de ne pas savoir comment le prendre, comment y toucher, une sorte d'aversion vis-à-vis de la souffrance, c'était comme une mère qui prend son enfant dans ses bras, embrassé, comme chaque atome de souffrance est imprégné d'un atome d'amour, c'était très différent. Bon, ça peut paraître très romantique, mais dans la réalité, c'était totalement différent dans le cerveau. Certaines aires qui sont liées à la détresse, à l'anxiété, à la peur, au dégoût, etc., étaient désactivées. Et d'autres aires du cerveau liées à un sentiment d'affiliation avec l'autre, d'amour maternel, de gratification, les affects positifs étaient activés, donc c'est tout à fait autre chose. Donc, elle a publié un papier là-dessus, et maintenant elle fait un projet d'1 an, avec 300 volontaires, financé par la Commission européenne, pour étudier l'empathie cognitive, l'empathie affective, l'amour altruiste, la compassion, avec des volontaires novices, et les résultats préliminaires, qui sont à peu près à la moitié de l'année, montrent effectivement des différences considérables. Ce qui veut dire que pour remédier au burn-out, qui aux États-Unis affecte 60% de tout le personnel soignant au moins une fois dans leur vie, eh bien, il faudrait essayer de cultiver cette qualité de bienveillance et d'amour altruiste, et c'est pas bien compliqué, c'est compliqué. Donc, vous voyez, ce genre de collaboration peut mener effectivement à contribuer à quelque chose d'essentiel à la société, notamment dans le monde des soins. Alors, vous voyez, ça c'est... Et alors, il y a une autre étude qui a été faite, qui est très intéressante, c'est que, bon, il y a des personnels soignants qui souffrent du burn-out. Et si on essaie de demander aux patients, comment ressentez-vous la qualité des soins des personnes qui s'occupent de vous? On ne leur dit pas, bien sûr, que telle ou telle personne souffre du burn-out. On dit, voilà, vous avez 10 personnes dans la journée qui s'occupent de vous. Pouvez-vous évaluer la qualité du soin que vous recevez de ces personnes? Ils ont fait ça sur 5000 patients et aides-soignants. Et c'est avéré que les malades, lorsque les soignants souffraient de burn-out, les malades disaient, sans savoir, bien sûr que c'était à cause de ça, que ces personnes s'occupaient beaucoup moins bien d'elles. Donc c'est moins bon pour les patients, c'est pas bon pour les aides-soignants, ceux qui s'occupent des soins. Et donc le burn-out est quelque chose de vraiment nocif pour tout le monde. Par contre, il y a cette bienveillance, vous voyez, le patient se sent beaucoup mieux, et c'est bien meilleur pour tout le monde. Donc, ça vient un peu de cette... je disais qu'une des zones qui est activée, c'est cette zone de l'amour maternel, donc qui est très, très puissant, et qui est aussi sans doute la base que nous a donné l'évolution pour étendre ensuite notre altruisme à d'autres. Nous l'avons naturellement, un amour biologique vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous, qui sont vulnérables, les enfants, les personnes âgées, mais de cette base, nous pouvons maintenant étendre à d'autres personnes, tout simplement, parce que comme nous, ils ne souhaitent pas souffrir, ils souhaitent s'épanouir dans l'existence, et si j'accorde de la valeur à mon propre souhait de ne pas souffrir, naturellement, je dois être amené à accorder de la valeur à ce même souhait, cette même aspiration chez autrui. C'est pas seulement chez les êtres humains. Et cette négresse plutôt de Calcutta qui s'occupait de petits porcelets orphelins, ça se passe. Alors, la compassion, c'est donc cette espèce de l'amour altruiste, c'est cette bienveillance inconditionnelle. A priori, vous la ressentez pour tous, ceux qui viendront dans le champ de votre attention. Alors bien sûr, on dit, c'est très facile quand c'est quelqu'un qui est gentil avec vous. Qu'est-ce que je fais quand c'est quelqu'un qui me fait des niches toute la journée, etc., etc. Donc en gros, c'est faut bien être gentil avec ceux qui sont gentils, mais les autres, non, même pas. En fait, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au pire des dictateurs? Ce n'est pas de réussir dans une entreprise, ce n'est pas de minimiser la gravité de ses actions, ou bien oublier les victimes, mais un souhait altruiste. C'est pas qu'il aille prendre des vacances aux Bahamas et que tout est bien pour lui. C'est plus la haine, la cruauté, l'indifférence qui règne dans son esprit, être dissipé. Donc ce souhait-là, on peut le faire pour n'importe qui.
Donc l'altruisme, ce n'est pas un jugement moral. La compassion, ce n'est pas une récompense pour des bons comportements, et l'absence de compassion, une punition. La compassion s'adresse à toutes les formes de souffrance, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Donc un dictateur est une immense source de souffrance pour le monde, et pour lui-même finalement, et donc souhaiter qu'il change, d'une façon ou d'une autre, il cesse de nuire, c'est une expression de l'amour altruiste. Ce n'est pas simplement le trouver sympa, c'est autre chose. Donc, c'est très joli. Je vous dis, l'altruisme véritable existe, tant mieux. Vous allez me dire, oui, c'est pas bien, mais finalement, regardez l'état de la planète, on a tout avancé pour ça. Votre altruisme, il existe peut-être, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'il faudrait sans doute, c'est voir si on ne pourrait pas essayer d'augmenter un peu la présence de cet altruisme, aussi bien en nous-mêmes que dans la société, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? C'est là que vient, d'une part, la notion d'entraînement de l'esprit, qui est probablement le sens véritable d'une méditation. Après, les racines sanskrites et tibétaines veulent dire cultiver ou se familiariser avec une qualité dont on a le potentiel, mais qui n'est pas à son apogée, simplement latente, dormante, et qu'on peut développer. Donc de là est née l'idée, à la suite de cette rencontre de 2000 avec les lamas et les scientifiques, de lancer un programme de recherche sérieux, impliquant les meilleurs scientifiques du moment dans ce domaine, et des contemplatifs qui avaient fait entre 10 000 et 60 000 heures de méditation. Donc, comme je me trouvais là par hasard, sur un esprit curieux, j'ai levé mon doigt pour me présenter comme cobaye. Et depuis, j'ai passé 120 heures dans des IRM. Mais j'ai aussi réussi à convaincre une trentaine de mes collègues qui sont des bien meilleurs méditants que moi à venir dans les labos. Et donc, il y a eu toute une recherche fondamentale sur des méditants qui ont fait énormément de méditation sur l'amour altruiste. Et ce qu'on a trouvé, donc vous voyez, soit en étudiant l'électroencéphalogramme, une résolution temporelle extrêmement rapide, vous pouvez mesurer le changement au millième de seconde, soit dans un IRM,